En Guinée-Bissau, 700 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président. Domingos Simoes Pereira, le candidat du PAIGC, vainqueur des dernières législatives, fait figure de favori. En Éthiopie, les Sidama, une ethnie du sud du pays, ont voté à une écrasante majorité de 98% en faveur d'une nouvelle région semi-autonome. Les résultats du référendum ont été annoncés ce samedi. Et puis au Nigeria, la consommation de la drogue serait en forte croissance selon des experts. Des ghettos de Lagos au centre de désintoxication UP, médecins et acteurs locaux tentent d'enrayer le phénomène. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 24 novembre de l'an 2019. Bienvenue à tous. Les Bissau-Guinéens votent ce dimanche pour élire leur nouveau président avec l'espoir de finir définitivement avec une crise politique qui dure depuis plusieurs mois. De nombreux bureaux de vote ont ouvert à 7h GMT et d'autres avec à peine quelques minutes de retard. Ils doivent rester ouverts jusqu'à 17h GMT. Les premières tendances sont attendues en début de semaine. La date du 29 décembre a été retenue pour un éventuel second tour si la campagne s'est déroulée pratiquement sans heurts. Une certaine inquiétude de lendemain difficile habite les près de 700 000 électeurs appelés aux urnes pour départager les 12 candidats en lice. Il faut dire que c'est pour la première fois en Guinée-Bissau qu'un président arrive au bout de son mandat de 5 ans sans être assassiné ou démis par un coup d'État. Mais le sortant José Mario Vaz se présente en mauvaise posture. Face à lui, Domingos Simoes Pereira, le candidat du PAIGC, le parti vainqueur des législatives de mars dernier, qui fait figure de favori selon plusieurs analystes. Historiquement, la Guinée-Bissau a toujours réussi à organiser des élections dans un climat pacifique. La difficulté pour notre classe politique est plutôt de gérer la situation post-électorale. Parmi les 5 candidats principaux qui seraient en position d'accéder à la présidence, en ce moment, l'actuel président José Mario Vaz se présente en mauvaise posture. D'abord, il a fortement contribué à la crise politique actuelle. Ensuite, à partir du moment où il a refusé la nomination de Domingos Simoes Pereira au poste de Premier ministre, il s'est tiré une balle dans le pied puisqu'il a propulsé la candidature de ce dernier à la présidentielle. Pour cela, Domingos Simoes Pereira, en plus de sa trajectoire politique propre, est appuyé par un parti qui a une machine électorale très bien rodée, ce qui devrait être déterminant dans l'issue du scrutin. En Éthiopie, les Sidama, une ethnie du sud du pays, ont voté à une écrasante majorité de 98% en faveur d'une nouvelle région semi-autonome. Selon les analystes, ce résultat pourrait conduire d'autres groupes à réclamer leur autonomie et redessiner les frontières au sein de l'Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Le résultat du référendum du 20 novembre dernier en Éthiopie a été annoncé samedi par la commission électorale lors d'une conférence de presse à Hawassa, à 200 km au sud de la capitale Addis Abeba. D'après ce résultat, moins de 2% des quelques 2,3 millions d'électeurs Sidama ont choisi de rester dans l'actuelle région fédérale des nations, l'une des 9 que compte l'Éthiopie. Tandis que les autres ont voté pour un résultat qui ouvre la voie à la création d'une 10e région dans ce pays. Sidama በነባሩ ክልል ውስጥ እንዲደራጅ ጎጆ ምልክትን የመረጠ ሰው ብዛት 33. Les votes pour que la zone de Sidama reste dans l'ancien état régional des peuples des nations et nationalités du Sud sont de 33 463, tandis que ceux qui veulent que la zone de Sidama devienne l'état régional de Sidama et qui ont voté pour le symbole Shafeta sont de 2 225 249. Selon les résultats, ceux qui ont voté pour le symbole Shafeta sont de 98,51%, tandis que ceux qui ont voté pour le symbole Ut sont de 1,48%.
Selon les analystes, ce résultat pourrait cependant conduire d'autres groupes à réclamer leur autonomie et redessiner les frontières au sein de l'Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 100 millions d'habitants. L'Éthiopie est actuellement divisée en 9 régions semi-autonomes, dessinées sur les bases d'un fédéralisme ethnique. Les Sidama, qui sont plus de 3 millions, s'efforcent depuis des années à quitter la région fédérale des nations à laquelle ils appartiennent actuellement. La nouvelle région Sidama fera donc sécession et se verra confier le pouvoir de percevoir des impôts et de contrôler notamment les écoles, la police et les services de santé. En Algérie, le mouvement populaire de contestation du régime est entré vendredi dans son 10e mois de protestation. Il continue de refuser toute marche arrière à l'approche de la présidentielle du 12 décembre prochain, perçue comme une manœuvre du pouvoir pour se régénérer. Les images. À Alger, plusieurs rues du centre-ville étaient noires de monde à l'occasion du 40e vendredi consécutif de manifestation depuis le 22 février. Ce jour-là, répondant à l'appel des réseaux sociaux, des cortèges inédits s'étaient formés à travers le pays contre la candidature à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, alors président depuis 20 ans, considérablement affaibli par la maladie. Après avoir obtenu sa démission en avril, le mouvement Irak de contestation n'a pas faibli et entend désormais aller jusqu'au bout en obtenant le départ du régime qui dirige l'Algérie depuis son indépendance en 1962. Le peuple dit non. Non à ces élections. Pas parce qu'ils sont contre les élections, ils ne sont pas contre les élections, mais ils sont contre les corrupteurs. Ils sont contre ceux qui organisent, qui sont en train de voler le peuple. Des milliards sont partis dans les banques européennes, dans les banques émiraties, dans les banques des pays du Golfe. Et ils nous parlent d'élections. D'élections avec qui? Avec Tebboune, avec des corrupteurs qui étaient au temps de Bouteflika. Exigeant la mise sur pied d'institutions de transition pour remplacer les autorités actuelles, les contestataires refusent que le pouvoir, incarné depuis le départ de Bouteflika par le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, organise le moindre scrutin. Les généraux à la poubelle et l'Algérie obtiendra son indépendance ont également scandé les manifestants, dénonçant à la place centrale, occupée depuis 1962 par le haut commandement de l'armée dans le mécanisme opaque de décision en Algérie. Ils répondaient aussi de façon cinglante aux propos tenus dans la semaine par le général Gaïd Salah sur l'élan populaire se manifestant par des marches spontanées soutenant l'armée et la tenue de la présidentielle. En République démocratique du Congo, les activités de la lutte contre Ebola ont été mises en veilleuse vendredi dans les épicentres de l'épidémie à Beni et à Butembo, dans l'est du pays. Ceci en raison des manifestations de colère après des massacres de civils. Des précisions à travers cet élément. Toutes nos activités sont concernées, sensibilisation, vaccination, enterrement sécurisé. Mais nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous continuerons d'être présents, a déclaré le docteur Jean-Jacques Mouyembe, chef des experts en charge de la lutte anti-Ebola. La police et l'armée ont utilisé des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser des manifestants qui s'en sont pris à une base des casques bleus à l'entrée de Beni. Les manifestants reprochent aux Nations Unies et aux autorités congolaises leur impuissance face au massacre attribué au groupe armé ADF qui ont fait plus de 60 morts parmi les civils dans la région depuis début novembre. Hormis à Beni et à Butembo, la campagne de vaccination contre Ebola se poursuivait normalement. Au 20 novembre, 373 personnes avaient bénéficié du deuxième vaccin produit par la firme Janssen Pharmaceuticals pour la société américaine Johnson & Johnson dans 2 centres à Goma. Par ailleurs, 254 768 personnes ont reçu une injection du premier vaccin du groupe américain Merck Sharp & Dohme, utilisé depuis le début de l'épidémie en août 2018, d'après le dernier bulletin épidémiologique diffusé jeudi soir. Les 2 vaccins sont utilisés à titre d'essai clinique. Le premier est en cours d'homologation par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le professeur Mouyembe a tempéré l'optimisme du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a parlé d'éradiquer la maladie d'ici à la fin de l'année. Je n'ai jamais dit que le virus est éradiqué, mais qu'il est maîtrisé. Actuellement, le nombre de cas a fortement diminué. On tourne autour de 10 cas par semaine, comparé au mois de juillet où nous arrivions à 90 cas par semaine. Il y a donc l'espoir que d'ici la fin du mois, nous allons maîtriser l'épidémie, a-t-il déclaré.
Au Nigeria, la drogue inonde toutes les couches de la société. La consommation serait même en forte croissance selon des experts. La plupart des toxicomanes font face à l'absence de structures publiques et de prise en charge par l'État. Des ghettos de Lagos au centre de désintoxication UP, médecins et acteurs locaux tentent d'enrayer le phénomène. Reportage. Ils sont tous en train de fumer. Ici, tout le monde fume. Bienvenue dans l'arrière-cuisine d'un ghetto de toxicomanes en plein cœur de Lagos. Devant notre caméra, ce consommateur exhibe plusieurs kilos de cannabis. C'est de la marijuana. Vous avez vu? Vous avez vu? Tramadol, kétamine, codéine, la liste des substances en circulation est longue dans ce quartier où ni la police ni le gouvernement n'osent plus s'aventurer. Bible sous le bras et chaîne en or au cou, le pasteur Keji est le seul à venir ici. Ancien toxicomane devenu homme de foi, il a ouvert un centre de désintoxication pour les junkies. Tout le monde fume, c'est une communauté de drogués. Mais depuis que l'on vit ici, depuis plus de 25 ans maintenant, et depuis qu'on a ouvert notre centre de désintoxication en 2009, nous avons sorti entre 80 et 120 personnes de la communauté. À quelques kilomètres de là, une clinique privée de désintoxication. La psychiatre de ce centre a travaillé 6 ans dans une clinique du gouvernement. Quand il s'agit de santé mentale, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, il y a des structures, il y a les établissements du gouvernement. Ils sont dans un état déplorable. J'ai des patients qui en ont fait l'expérience et ils m'ont dit qu'ils n'y retourneraient jamais. Après 6 semaines de cure, cette patiente est quasiment sevrée. Mais le chemin vers la guérison est long et les risques de récidive nombreux. Avez-vous eu envie de reprendre de la drogue récemment? Oui. Et il n'y a rien de mal à avoir cette sensation de manque, comme je le dis toujours. J'ai eu un traumatisme et j'ai commencé à prendre trop de marijuana. Il y a toujours des moments où j'en ai envie, où j'ai envie d'en prendre. Ça n'aide pas qu'on en trouve partout et que tout le monde en fume. Face à l'augmentation de la consommation, le nombre de psychiatres, lui, reste trop faible. Moins de 300 pour près de 200 millions d'habitants, selon un rapport de Human Rights Watch. Le Niger a décidé de changer son hymne national, la nigérienne, adoptée au lendemain de son indépendance en 1960. Objectif, supprimer une allusion à l'ancien colonisateur français. L'annonce a été faite par le gouvernement. Voici les détails. Il y a des parties de l'hymne qui font à l'unanimité l'objet de critiques. Il faut trouver un hymne qui puisse galvaniser la population, être pour nous une sorte de cri de guerre pour toucher notre fibre patriotique, a expliqué le ministre nigérien de la Renaissance culturelle, Assoumana Malamissa, à la télévision d'État. Le ministre a fait l'annonce à l'issue d'un entretien entre le président Mahamadou Issoufou et un comité chargé d'élaborer le nouvel hymne. Les paroles de la nigérienne ont été écrites par le français Maurice Albert Thiriet en 1961, un an après l'indépendance du pays en 1960. De nombreux Nigériens critiquent surtout les 3e et 4e vers « Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle », estimant que ce mot de « reconnaissant » marque une inféodation à la France. Le comité chargé du nouvel hymne va réfléchir sur l'hymne actuel en lui apportant des correctifs et, si possible, trouver un nouvel hymne qui réponde au contexte actuel du Niger, a poursuivi le ministre. Il a lancé un appel à ses compatriotes à faire parvenir au comité des contributions pour l'élaboration de l'œuvre principale en langue nationale. Le Niger, un des États les plus pauvres au monde, est confronté sur 6 de ses 7 frontières à des attaques djihadistes ou de bandits armés, notamment le groupe islamiste nigérien Boko Haram dans l'Est ou des groupes djihadistes sahéliens dans l'Ouest. Le pays célébrera le 18 décembre le 61e anniversaire de la proclamation de sa République en 1958. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.